Benoît Labourdette, merci déjà de participer à l'Observatoire de la médiation culturelle dans le champ social. Alors, on a discuté d'un certain nombre de mots qui seraient possibles, dont démarche territoriale, participation. Il y en aurait d'autres qu'on pourrait aborder. Ma première question, c'est que tu interviens depuis longtemps dans les projets les plus divers, des projets de territoire en traitant la question de l'image. Et quels sont selon toi les impacts du numérique, du développement de cette prolifération des images sur les jeunes, sur les publics en général? Alors, je pense, alors je vais me permettre peut-être de répondre, mais sans trop te regarder, mais plutôt pour regarder la personne qui est en train de nous écouter, en fait. Ça te va? Ça te gêne pas? Ce que je pense sur cette prolifération des images, je pense que c'est important de la situer de façon historique, c'est-à-dire et de la situer dans les pratiques, parce que la prolifération des images, oui, il y a beaucoup d'images, mais d'où elles viennent et à quoi elles servent. Je pense que c'est important d'essayer de comprendre c'est quoi ces images et qu'est-ce qu'elles nous font, en fait, parce que c'est un peu rapide et notamment, je le vois souvent dans les attitudes des professionnels de dire, ah, par exemple, ah bah les jeunes, ils sont complètement frénétiques des images, c'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est un jugement complètement de l'extérieur et on ne va pas regarder dans cette prolifération des images quelles sont les nuances, quels sont les territoires. En fait, on regarde ça de façon extérieure et du coup, on n'en voit pas la réalité, me semble-t-il. Donc du coup, ce que je voudrais dire, c'est d'une part, il y a la question de la pratique amateur et de la pratique professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette prolifération des images, une très grande partie des images, elle est fabriquée par des gens, si j'ose dire, pas par des professionnels. Et en plus, elle est fabriquée de façon horizontale du fait des plateformes, comme les plateformes de vidéos communautaires comme YouTube, par exemple, qui existent depuis 2005. Donc c'est 2005. Et je rappelle qu'en 2005, il y a aussi l'apparition de la caméra vidéo dans les téléphones portables, qui n'existait pas avant. Donc de fait, à partir de ce moment-là, il y a un changement de paradigme assez important aussi en termes économiques. C'est que historiquement, l'image professionnelle avait une valeur économique. Je paye ma place de cinéma, j'achète mon DVD, je paye mon abonnement Netflix. Et puis l'image amateur, elle avait pas de valeur marchande. Je fais ça pour fabriquer mon identité. C'est une des démarches de fabrication d'identité. Mais des gens ne vont pas payer pour voir des images amateurs. Mais ce qui se passe en 2005 avec la possibilité donnée aux personnes de rendre publiques leurs images, chose qui n'existait pas avant, en tout cas pas de façon simple, grâce aux sites de vidéos communautaires. Je parle de la vidéo là, mais la photo c'est un peu le même type de processus. Il y a des publicités qui sont accrochées et du coup, toutes ces images qui prolifèrent et on nous pousse à en faire et à les partager et à en diffuser, ça produit de l'économie en fait. Donc du coup, cette prolifération des images, elle a un rôle économique au départ, c'est-à-dire qu'elles font gagner de l'argent. Comment elles font gagner de l'argent? Simplement avec des publicités qui les accompagnent et qui font qu'on va acheter plus tel ou tel produit, en fait, tout simplement. Et du coup, par exemple, Google, qui est un des grands responsables de la prolifération des images, parce que notamment en France, on trouve beaucoup les images via Google, donc c'est pas neutre, hein, Google. Google, leur rôle, en fait, ça va être de nous pousser à faire proliférer un maximum des images. Google, c'est une des plus grosses sociétés en termes financiers du monde, et pourtant on ne paye pas. Et donc ils vivent à 95% de l'annonce publicitaire, en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur la prolifération des images, alors ta question c'était qu'est-ce que ça nous fait, mais avant de savoir ce que ça nous fait, il faut déjà peut-être comprendre pourquoi ça existe, en fait. Du coup, si tu veux, il y a des technologies numériques, la démocratisation des outils de production, ça c'est un premier point. Ensuite, il y a des usages, c'est-à-dire on va partager nos images, etc. de façon très importante. Là, je suis pas mal centré sur l'image amateur, mais il n'y a pas que ça, mais il y a quand même beaucoup d'images amateurs. Et ensuite, qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Comment ça va changer nos vies? Et qu'est-ce que nous, en tant que professionnels, on peut faire là-dedans? Est-ce qu'on a quelque chose à y faire? Au-delà d'une sorte de jugement normatif, parce qu'on peut dire ah là là, c'est horrible, ces jeunes avec les images, etc. Mais en fait, encore faut-il, comme je le disais tout à l'heure, regarder ce qui s'y passe. Du coup,
Qu'est-ce que ça nous fait? Je pense que tout ça n'est pas du tout virtuel, pour essayer de le dire vite, c'est-à-dire c'est une partie de notre réalité, et puis si on regarde c'est quoi la perception du monde, la perception de la réalité en termes un petit peu philosophiques, c'est pas sûr que ce qu'on est en train, là, ce qu'on est en train, on peut se toucher, etc. Mais ça n'est qu'une perception, en fait. Et quand on est face à un écran et qu'on voit des images, est-ce qu'on est moins dans la réalité que là? Je sais pas. Enfin, c'est des questions philosophiques, hein. C'est un peu simpliste de dire il y a le réel et il y a le virtuel. C'est pas du tout, évidemment, si simple que ça. Et du coup, il me semble que, et j'avais, il y a quelques années, dans la revue Esprit, publié un petit article qui s'appelait « Des vies en images ». Moi, je pense qu'une partie de notre vie a lieu dans les images et dans le dialogue des images. C'est-à-dire que quand je crée des images et que je les partage sur les réseaux, etc., et que je vois les images des autres, et Instagram, c'est vraiment quelque chose de très important pour ça, en fait, je vis ma vie, enfin, je veux dire, dans la réalité de ma vie, simplement. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que je sais que ta question, elle contient en germe, dans la question elle-même, il y a peut-être un jugement négatif sur ça nous pose des problèmes, en fait, c'est tout ça. Et moi, j'essaie de me garder, en tout cas j'essaie de travailler à ne pas tomber dans la facilité intellectuelle qui est, à l'aune de mes propres critères qui sont les miens par rapport à ma formation et puis par rapport à l'époque d'où je viens, en fait, de juger négativement les pratiques contemporaines, en fait. Ça me semble important de les comprendre, mais moi, je sais que j'ai beaucoup à apprendre, notamment avec les jeunes gens, de dialoguer avec eux, de comprendre ce qu'ils font, de comprendre ce que ça leur fait, et j'y découvre des choses, j'apprends des choses, et dans le lien que ça crée, qui n'est pas un lien de jugement et qui n'est pas un lien de descendant, où moi je saurais mieux qu'eux, mais de quoi je sais mieux qu'eux? Enfin, je sais mes choses à moi, et eux, ils savent leurs choses à eux, et qu'on peut co-construire, si j'ose dire, notre relation. Et il me semble que ce qui va nous faire avancer, c'est précisément une relation, mais une vraie relation. Sans posture de pouvoir, en fait, de l'un sur l'autre. Et moi, pour travailler beaucoup avec des jeunes, ils ne sont pas cons, c'est-à-dire que les adultes qui jugent leurs pratiques à l'emporte-pièce, en fait, ces adultes-là disqualifient toutes leurs paroles. Parce que ça signifie, quand on fait ça, ça signifie qu'on ne s'intéresse pas à l'autre. Ce que tu fais, c'est nul parce que tu es tout le temps sur ton téléphone, par exemple. Si tu dis ça à quelqu'un, cette personne ferme la porte, en fait, et c'est toi qui es responsable de la coupure de la relation, me semble-t-il. Donc, je n'ai pas vraiment répondu à ta question, mais j'ai dit, il faut s'intéresser au sujet, et je n'ai pas de réponse à cette question. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il se passe aujourd'hui, avec les images dans le monde contemporain et dans leur prolifération, des choses absolument passionnantes et majeures. Par exemple, le réseau social TikTok, pour moi, c'est là que l'audiovisuel est en train de se réinventer. C'est en aucun cas dans les salles de cinéma, à mon avis, ça n'engage que moi, ni à la télévision, etc. Les gens répètent la même chose, en gros, ils font leur truc, c'est sympa, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne m'intéresse plus, globalement, ça m'ennuie beaucoup. Par contre, sur TikTok, s'inventent des formes audiovisuelles, il y a la verticalisation de l'image, la relation, c'est-à-dire l'audiovisuel comme outil de relation, que nous, on connaît traditionnellement, on va au cinéma ensemble, c'est une relation, ou alors via les plateformes, il y a des forums, on échange sur les choses, donc il y a des relations autour de l'audiovisuel. Moi, je porte des projets très classiques, comme par ma fenêtre pendant le confinement, les gens faisaient des films par la fenêtre, échangeaient, etc. Mais moi, je suis dans des modalités relationnelles hyper académiques, en fait. Mais par contre, sur TikTok, qui est un outil de création hyper sophistiqué, et vraiment, c'est un outil de médiation créative incroyable, enfin, qui reprend tout un tas de techniques, si tu veux, de médiation que moi, j'emploie depuis longtemps. Eh bien, par exemple, quelqu'un fait une vidéo avec des images et du son, et toi, tu vois cette vidéo, tu cliques juste sur un bouton, et tu peux reprendre le son et faire le playback. Et du coup, en 2 heures, tu peux avoir 10 000 vidéos qui sont un exercice de style, par exemple. Et du coup, ça re-questionne complètement, pour moi, la fonction des images. Et puis, par ailleurs, et je terminerai là-dessus,
Pour nous, me semble-t-il, je nous inclus dans un nous, peut-être ai-je tort, mais pour nous, l'image c'est de la mémoire. Tu vois, voilà, c'est les photos, les vidéos, l'identité, image égale mémoire, en gros. Mais c'est un réseau qui est en perte de vitesse maintenant, mais le réseau Snapchat, je ne sais pas si tu te rappelles, mais sur Snapchat, on peut le faire encore, quand on envoie quelque chose, quand on envoie une image, en fait, elle reste 5 à 10 secondes dans l'appareil de l'interlocuteur et elle disparaît. Et du coup, l'image, c'est une sorte de métalangage. On se prépare à faire une image, on écrit un scénario, que sais-je, et puis ça devient de la mémoire. Alors que sur Snapchat, et on le fait nous-mêmes, par exemple, je sais pas, tu sors tout à l'heure et tu vois une belle scène dans la rue, si ça se trouve, tu la prends en photo et t'envoies cette photo à ta copine par SMS, tu n'as même pas mis de mots autour. Qu'est-ce que tu as fait là? En fait, tu as fait un acte de langage, c'est-à-dire que tu n'as pas fait une image, en fait, tu as produit un message que tu as envoyé exactement comme une oralité, en fait. Donc, c'est plus l'image fabriquée avec des mots en amont, si tu veux, et des mots en aval, c'est une image en tant qu'acte direct de langage et de communication, tu vois, dans sa définition linguistique. Et du coup, pour moi, et Snapchat le montre bien, ces images-là, c'est une oralité. Ce n'est pas des images pour rester. Et c'est très déstabilisant pour moi parce que ce n'est pas des images mémoire, en fait. Elles ne restent pas. Et du coup, c'est des images actes de langage. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, on peut, nous, avoir une image que c'est une profusion. Mais c'est parce qu'on voit l'image comme un outil de mémoire. Mais si on la voit comme quelque chose d'éphémère, c'est plus une profusion. À ce moment-là, on pourrait critiquer notre conversation parce qu'il y a trop de mots. Si tu veux dire, oh putain, il y a une profusion de mots. Mais tu vois, et puis la dernière chose, c'est sur les fonctions des images. Par exemple, les gens qui changent leur photo de profil hyper souvent. Les jeunes, un jour, la fille, elle a un ruban rose, le lendemain, elle est gothique, le lendemain, elle est, tu vois. Et on se dit, mais c'est quoi cette espèce de frénésie dans les images? Pourquoi, moi, adulte, j'ai mis ma photo de profil sur Facebook il y a 15 ans et je ne l'ai pas changée? Ça ne sert à rien de faire ça. Mais en fait, si on mesure que les échanges via les réseaux sociaux, ce sont des échanges réels, bah toi, ce matin, quand tu pars de chez toi, tu choisis comment tu t'habilles, comment tu te maquilles éventuellement, enfin, et la manière dont tu t'habilles, ça va modéliser tes rapports sociaux, en fait. Donc, c'est exactement pareil sur les réseaux sociaux. La photo de mon profil que je mets, c'est mon image. C'est pas moi directement, mais c'est mon image qui rentre en relation avec les autres. Et du coup, c'est comme se maquiller le matin, changer sa photo de profil finalement. Du coup, c'est simplement ce que je veux dire, c'est que les images, elles ont plusieurs fonctions. Et donc voilà, pour finir la réponse à ta question, on a l'impression qu'il y a une prolifération, mais déjà entre l'oralité, la mémoire et le costume, on va dire, c'est des fonctions différentes qui font que c'est plus une profusion, elles ont des statuts différents, tu vois. Voilà. Ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça pourrait faire écho à une chose à laquelle on tient beaucoup, c'est les modes d'appropriation individuelle, personnalisée des personnes. C'est-à-dire qu'on, même fut un temps où on traçait un grand trait en disant les jeunes sont assignés à la culture de masse, etc. Alors que c'est faux, ils ont une culture très particulière et les zones dites périurbaines ont des artistes de référence qui sont peu connus du grand public à certains moments. Et ils en tirent un ciment identitaire très fort à certains moments. Et je pense que ça fait écho à ça, c'est-à-dire qu'on aurait tort de parler des pratiques jeunes, ça ne veut rien dire en fait. Absolument, il y a une diversité dans ces pratiques. Et d'ailleurs là-dessus, je rappelle un petit point d'économie, si tu veux, parce que on est vraiment dans un système d'agents économiques avec le numérique. Là, on est un peu dans les questions des enjeux du numérique. On croit beaucoup que l'économie du numérique et des grandes plateformes, etc., c'est un peu comme l'économie de la télé, une sorte d'immédiateté, de culture de masse absolue, de plus en plus massifiée, etc. Et en fait, ce n'est pas du tout ça la réalité économique. C'est-à-dire qu'il y a un concept, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, qui date de 2004 de Chris Anderson, qui s'appelle la longue traîne et qui explique comment se structure en fait l'économie sur Internet par rapport à l'économie dans le monde physique, on va dire. Et en fait, là où par exemple dans une librairie classique, si tu veux, on a la règle des 80-20, c'est-à-dire
20% des ouvrages nouveautés best-sellers font 80% du chiffre d'affaires et 80% des ouvrages font 20% du chiffre d'affaires, eh bien, sur Internet, comme il n'y a pas de limite de rayonnage, eh bien, il y a un accès à une diversité beaucoup plus facile et qui ne s'éteint pas. C'est-à-dire le livre de poésie qui s'est vendu un exemplaire à la FNAC, l'année suivante, il est remplacé par un autre livre de poésie. Et sur Internet, il reste tout le temps. Et du coup, ce qui est étonnant, c'est que l'économie d'Internet, en fait, les nouveautés, les best-sellers, on va dire la culture de masse, ça n'est que 50% du chiffre d'affaires. Et cette immense diversité dont tu parles représente, qui est petite en fait dans l'économie physique, et bien sûr Internet, cette immense diversité, elle représente 50% du chiffre d'affaires. Et l'économie du web, c'est une économie de la très longue durée. C'est étonnant parce que c'est quelque chose de récent. Et moi, c'est des choses que j'ai travaillées il y a quelques années, notamment il y a déjà presque 10 ans avec Arte, sur la question de la formation, sur la question de la longue traîne, c'est-à-dire comment on fait pour qu'une vidéo reste longtemps et continue à être référencée pendant longtemps. Et c'est très intéressant parce qu'on le voit notamment avec Arte, qu'il y a certains documentaires, enfin reportages, parce que ça fait longtemps qu'ils ne font plus de documentaires sur Arte, ils font du reportage journalistique classique, enfin académique, mais il y a des reportages qui sont en ligne depuis une dizaine d'années et qui, 5-6 ans plus tard, parce qu'ils étaient disponibles sur Internet, tout à coup, par des effets sociologiques, font un succès ou pas, mais peu importe, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'additionne dans la longue durée. Et là-dessus, il y a la question, et je me permets d'aller sur un autre sujet, qui est la question du récit. Récit de soi, récit d'un territoire, récit d'une ville, récit d'un lieu culturel, récit de ce qu'on veut, quoi. En fait, on laisse énormément de traces de récits aujourd'hui, mais dans les réseaux sociaux, etc., il me semble qu'il y a un enjeu avec le numérique, c'est une opportunité pour construire du récit, et construire un récit, c'est s'investir soi-même, et en fait ça se travaille, et c'est assez peu mis en œuvre en fait, c'est-à-dire que ouais, on va faire des trucs sur des réseaux sociaux pour exister, entre guillemets, on ne sait pas trop pourquoi, mais construire une mémoire numérique, parce que le numérique, je parle beaucoup de patrimoine numérique, j'aime pas trop le mot patrimoine, il y a le mot neutrimoine que je préfère, où sont les données, par exemple. Le numérique, c'est pas du tout quelque chose d'abstrait, c'est pas dans les nuages, donc qui possède les données, qui les conserve, et comment on les éditorialise, etc. Je pense que là-dessus, il y a des enjeux de récit assez importants. Voilà. Tout ça est passionnant. J'avais une question justement, tu as parlé des territoires. Beaucoup des projets auxquels tu participes se déroulent dans des territoires prioritaires. Oui. Souvent territoires qu'on a appelés QPV, quartiers prioritaires politiques de la ville. Quel regard, de façon assez générale, tu portes sur ce travail que tu mènes? Alors en fait, faut être un peu précis. Le travail que je mène sur les territoires, et notamment sur les territoires QPV, il est à 2 niveaux. C'est-à-dire que je peux construire des interventions pour des publics, tu vois, où je vais moi-même animer des choses ou monter des projets, si tu veux. Mais il y a aussi des accompagnements des professionnels, des agents municipaux, des directions des affaires culturelles. Enfin, tu vois, donc en fait, je suis à 2 niveaux. C'est-à-dire que je suis au niveau de créer des actions culturelles et je suis aussi au niveau d'accompagner les acteurs de terrain qui, eux, restent pour faire des choses. Et par exemple, j'ai fait beaucoup de formations dans le champ de la prévention spécialisée pour des éducateurs de rue, si tu veux, qui précisément travaillent dans ce type de territoire, et comment eux-mêmes peuvent être un peu plus outillés pour faire des choses et travailler un peu l'image, notamment sur des questions de construction de l'empathie. Donc, si tu veux, comment je pourrais... donc, c'est juste pour te dire que je suis à plein de niveaux, je vais dans plein d'endroits différents en France, donc... Qu'est-ce que tu en tires peut-être de ces actions-là? Enfin, qu'est-ce qui... Alors, est-ce qu'il y a des façons de travailler? Voilà, moi ce que j'en pense, c'est que ce soit dans ce contexte ou dans n'importe quel contexte, mais a fortiori dans ce contexte, on vient avec une intention, avec des objectifs. Et il me semble que là comme ailleurs,
un projet qui fait sens, c'est-à-dire qui va s'inscrire, qui va faire que ça va être enrichissant pour les gens, quoi. Enfin, et pour nous aussi. Je pense qu'il doit se faire en dialogue, justement. Et qu'on a toujours une idée préconçue, on a des... voilà, mais moi j'arrive plutôt avec un catalogue de possibles. Et dans la rencontre, je vois ce qu'on va faire ensemble. C'est-à-dire que je ne formate pas, je change toujours de projet en cours de route. Je vais te donner un exemple tout simple. Il y a quelques années, alors moi je travaille beaucoup avec les nouvelles technologies, j'avais créé le festival Pocket Film en 2005 avec le Forum des images sur la création de films avec téléphone portable au moment où la caméra est apparue. J'ai beaucoup travaillé avec les drones, avec la réalité virtuelle, enfin voilà, les nouvelles technologies elles m'intéressent quand elles rentrent dans la vie, en fait, elles ne m'intéressent pas en tant que telles. Et du coup, les drones, c'est-à-dire les caméras volantes, ces caméras automatiques, c'est très étonnant les drones parce que c'est un robot qui vole, hein, on le maîtrise très très peu en fait le drone, donc il y a une autonomie du regard qui est très intéressante. Et il y a quelques années, on me propose de commencer à travailler dans une cité à Choisy-le-Roi, la cité des navigateurs, qui va être détruite en partie, donc il y a les artistes viennent, on va dire, mettre du pansement sur la souffrance de la destruction de son habitat, quoi. Et pour le dire très vite, et depuis j'ai fait beaucoup de projets dans cette cité, mais le premier projet, c'est 2 artistes qui étaient habitantes du coin et qui faisaient plein d'actions, et elles avaient envie de faire intervenir d'autres artistes. Donc moi, vidéaste, je me dis, bah écoute, tu viens et tu vas faire des vidéos aux jeunes. Donc je dis d'accord, mais je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, je ne savais pas si les jeunes étaient inscrits, comment, est-ce que c'est un groupe, j'étais là pour plusieurs jours, mais elle-même, elle ne savait pas trop, tu vois. Et j'avais des caméras, j'avais un drone, j'avais des magnétophones, enfin j'avais plusieurs cordes à mon arc, si j'ose dire. Et on arrive dans cette cité et je vois que il n'y a pas de jeunes inscrits, il y a rien en fait, ils s'en foutent en fait et ils ont raison, je trouve, parce qu'on instrumentalise beaucoup aussi les jeunes pour justifier de notre travail, hein, je trouve. Et du coup j'ai dit tiens, je vais me mettre au milieu de la cité, je vais faire voler un drone. Dans les 5 minutes, j'avais 15 gamins si tu veux, ah qu'est-ce que tu fais, etc. Donc qui était, voilà, et qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai pris un, ça t'intéresse et tout. Ah mais ouais, c'est génial, etc. Tiens, je te donne la télécommande. Je te la mets dans les mains. Et là, si tu veux, tout à coup, il est responsable. Je ne le connais pas, tu vois. Il est responsabilisé et il doit faire voler le truc. C'est hyper... Il y a une adrénaline parce que les drones, ça va très vite, ça se crache dans les murs. Enfin, c'est hyper impressionnant, en fait, à opérer, en fait. Et du coup, cette peur, si j'ose dire, mais qui est un risque de vie, tu vois, qui est un risque de partage, et du coup, je la partageais. Et du coup, voilà comment on rencontre des jeunes. Ou moi, sur des ateliers, par exemple, j'ai des appareils photo et je donne l'appareil photo. Et je dis, tiens, voilà. Et mais attends, on va te le voler, il va être cassé. Mais non, prends l'appareil photo et ramène-nous des choses et on va les regarder ensemble. Et il me semble que cette confiance, si tu veux, ce niveau de confiance que moi j'investis avec les gens avec qui je travaille, en fait, ça les met à un endroit où ils peuvent mettre en œuvre leurs capacités. Tu sais, c'est comme les expériences dans les classes où tu as les cancres et puis les bons élèves, et puis on prend cette classe et on la met avec un nouveau prof et on inverse l'info. Et on dit, lui, il pense que les bons élèves sont les cancres et inversement. Et on va voir des cancres devenir des bons élèves et inversement, si tu veux. Du coup, l'affectation qu'on donne à l'autre, en fait, parce qu'on est dans des places de pouvoir, du coup, elle autorise ou non une expression, tout simplement. Oui, en plus, nous, on a réfléchi au bêtisier de la médiation culturelle. C'est souvent réduire quelqu'un à sa condition, ses besoins, une identité présumée. Ouais. C'est souvent l'enfermer dans quelque chose ou le configurer préalablement qui laisse de côté toutes ses capacités en fait, à nous surprendre. En fait. Et par rapport à ça, justement, il y a beaucoup dans ce type de quartier des projets pour la prévention de la violence.
Mais moi, quand il y a des gens qui me disent ça, je leur dis non, mais c'est bon quoi, les préventions de la violence, mais vous croyez qu'ils vont vous dire quoi, les jeunes? Ils vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Donc en fait, ça ne sert strictement à rien en termes de prévention de la violence parce qu'on le formule. Mais par contre, leur faire travailler de la poésie visuelle, etc., eh ben, ça va faire des liens, de la confiance, etc. Et oui, là, on est dans une démarche de prévention, mais beaucoup plus profonde. Croire qu'on va se donner des injonctions et que ça va marcher, mais c'est d'une naïveté. Et en fait, c'est hyper politicien, quoi. C'est pour cocher les cases des budgets. Moi, ça ne me gêne pas. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai beaucoup travaillé à partir de 2015. J'ai eu du mal c'est Serge Tisseron qui m'a convaincu de le faire parce qu'on a fait ces formations ensemble. Prévention de la radicalisation. Mais même dire ça, c'est la honte de dire ça. On va prévenir la radicalisation alors que ça fait 40 ans qu'il y a des associations qui tirent la sonnette d'alarme et que ça nous arrange bien de faire des ghettos et qu'il y ait des gens qui gèrent des populations à leur manière et que forcément ça produit des choses. Du coup, dire on va les repérer puis on va les... Enfin, c'est complètement absurde. Mais moi, ça ne me gêne pas dans le sens où c'est des cadres, il y a des financements, il y a des gens qui se rassemblent, et ok. Et à l'intérieur de ces cadres, moi, je fais usage de ma liberté de parole. Donc, toutes ces formations prévention de la radicalisation, le préambule, c'était, voilà, ça c'est notre titre, on en discute un petit peu, c'est n'importe quoi, mais ça fait qu'on est là, donc c'est bien. Donc on va faire des choses ensemble en essayant d'avoir un minimum d'esprit critique sur l'injonction qui nous est faite. Et il me semble que ça, c'est vachement important. C'est tout simple et c'est être dans une relation saine à ce qu'on nous demande de faire. Il y a quelque chose qui ressort intuitivement, c'est aussi les capacités poétiques des publics avec lesquels on travaille, des personnes avec lesquelles on travaille. C'est-à-dire qu'assumer qu'ils peuvent avoir des gestes poétiques qui nous dépassent. Ah bah ouais. On n'a pas trop abordé la capacité à dire, moi ça m'a toujours intéressé un enfant qui dit la Joconde est trop sombre. J'adore. Ou des choses, ou la phrase qu'on a beaucoup entendue, c'est je n'ai rien compris mais j'ai adoré, sur Mulholland Drive de David Lynch. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une prise de liberté des publics et que peut-être ça peut être un outil de médiation aussi de se dire mais je vais solliciter des publics non pas sur leur capacité à s'en sortir d'une situation présumée mais aussi leur capacité poétique simplement. Alors là-dessus, je vais te répondre et tu m'as demandé aussi de donner des outils. Je sens la bile transition. Moi déjà, il y a un principe que j'ai, c'est que j'essaie de ne pas faire de différence dans ma relation en fonction du contexte psychosocial des gens. C'est-à-dire que ce soit des adultes en formation, que ce soit des gens du voyage, que ce soit des gens qui habitent dans une cité, que ce soit des gens qui viennent dans une médiathèque voir un truc. Pour moi, c'est les mêmes gens, c'est des gens en fait. Et chacun a sa richesse et je sais que chaque personne peut m'enrichir. Donc j'essaie de travailler là-dessus et du coup, je ne suis pas différent. Si j'anime une formation professionnelle avec une direction des affaires culturelles ou si j'anime un atelier avec comme j'ai fait la semaine dernière, des gamins de CM2 à l'Institut pour la photographie de Lille qui viennent d'un quartier prioritaire et qui, pour un certain nombre, ont des problèmes psychomoteurs. Ce n'est pas différent pour moi. Par exemple, je vais te donner un exemple. Je parle aux gens. Donc si c'est des enfants et que je leur propose qu'on s'asseye par terre, je vais m'asseoir par terre avec eux. Je ne vais pas leur parler d'eux. Enfin, tu vois, il y a des questions de posture aussi. Et c'est pas démagogique, c'est que juste, moi j'ai envie d'être en relation avec ces gens et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc voilà, et du coup sur cette question de la capacité, alors je vais te donner, j'ai déjà donné un exemple là du drone parce que c'est déjà un petit outil, mais les drones, tout le monde ne joue pas avec des drones. Il y a quelques années à Vitrolles, c'est une ville qui a été FN pendant longtemps, donc qui a détruit tout son lien social. Et après, c'est devenu PS. C'est pas pour être politicien, mais je préfère quand même le PS au FN, si tu veux. Et du coup, on a travaillé, on a œuvré à essayer de refaire du lien. Et il y a une problématique dans les villes, c'est les jeunes. Dans cette ville, il y a les structures jeunesse, si tu veux. Ils ont leurs jeunes, ils ne te les donnent pas, tu vois. Mais en fait, il y a tout un tas de jeunes qui sont inscrits dans aucune structure. Et comment on rentre en relation? C'était un peu le même principe que le drone, sauf que c'était un petit peu différent. J'avais quand même un groupe de 2-3 jeunes.
et on allait au milieu des cités avec des grosses craies. Et en fait, on faisait des grands dessins à la craie sur le sol et on filmait ça, si tu veux, pour ensuite avoir des simples films où tu mets à l'accéléré, tu vois le dessin en train de se faire. C'est tout simple, mais c'est joli. Et ben quand tu fais un grand dessin à la craie comme ça au milieu de la cité, bah, tu as plein de gamins qui arrivent, si tu veux. Et du coup, bah, c'est une façon comme une autre d'entrer en relation. Mais du coup, aller vers les gens, ça me semble important. Ou alors, il y a quelques années, à Gonesse, dans la salle de cinéma, je viens pour animer un atelier avec des jeunes, sur une semaine, réaliser des films. J'arrive, et il n'y a pas de jeunes. Il n'y a pas d'inscrits, en fait. Enfin, s'il y en a un qui arrive en retard, et je lui demande s'il va revenir le lendemain, il n'est pas sûr. Donc je dis, bah, c'est super intéressant, en fait. Et du coup, je dis, bah, on va aller à la rencontre. Où est-ce qu'il y a des jeunes et tout Ah, bah, il y a une bibliothèque de quartier. Là, il y a des enfants qui vont. Bah, je vais dans la bibliothèque de quartier. Et puis, du coup, je négocie. C'était compliqué. C'est la ville, les gens étaient en vacances, etc. Et j'ai commencé à faire des petits ateliers vidéo dans la bibliothèque de quartier où il y avait des jeunes. Moi, ça ne me gêne pas. Et en fait, bah, 3 heures plus tard, j'avais un groupe et on a passé la semaine dans la salle de cinéma. Bah, pour moi, ça fait partie de mon travail, en fait. Tu vois, c'est cette question de la rencontre. Et pour répondre à... Mais là, je donne un petit peu des outils. Ça, c'est aussi un outil. S'il n'y a personne, le projet, il n'est pas fini. Alors, moi, ça m'intéresse. Ça veut dire faut qu'on bosse. Ça veut dire qu'il faut qu'on sorte de notre zone de confort, nous aussi. Et ça, c'est vachement intéressant, en fait. Donc moi, là, je commence à travailler, tu vois. Et pour te répondre, donc là, c'est des petits outils. Pour te répondre sur la question de la capacité poétique, et je vais te donner un exemple d'un truc fait samedi dernier à la bibliothèque de Nîmes. Moi, je crois sur la question de la création artistique, tout le monde a une capacité poétique, c'est évident. Et en fait, je le vois beaucoup, moi, je fais faire beaucoup de choses à beaucoup de gens, en fait. Et souvent, si je retrouve les gens plusieurs années après, dans un moment où j'ai proposé de créer un film, un texte, que sais-je, je vois que cette chose qui a été créée, qui s'est passée peut-être pendant 1 heure, tu vois, elle reste très importante pour les gens, qu'ils n'ont pas eu d'autres occasions de le faire. Et que ça a une valeur, ce qui s'est fait là, tu vois, ce qui s'est cristallisé à ce moment-là. Et moi, j'en vois la valeur, je vois la valeur poétique, la valeur, tout ce que je reçois, en fait. Et du coup, pour moi, ça n'a pas moins de valeur qu'une œuvre qui serait faite par un artiste professionnel. Pourquoi ? Parce que ça me touche et que moi, je m'appuie quand même plutôt sur la pensée de John Dewey, tu vois, l'art comme expérience. L'art, c'est pas un objet qu'on va surinvestir. L'art, c'est l'expérience qu'on vit, si tu veux. Et du coup, ce que je donne de l'importance à ce que les gens font et je reçois vraiment des choses. Et pour te donner un exemple et un outil, donc samedi dernier, j'étais invité à la médiathèque à la bibliothèque de Nîmes, le Carré d'Art, et c'était pour présenter des films par ma fenêtre. Et c'était une rencontre avec un poète qui lisait des poèmes sur la thématique de la fenêtre et moi qui montrais des films. Au départ, ils avaient proposé, pour te donner un outil de comment je travaille, on va montrer les films pendant, je sais pas, 3/4 d'heure, puis ensuite le poète va lire ses poèmes, puis ensuite on discute. Ou inversement, enfin voilà. Et moi, j'ai discuté avec le gars, j'ai dit, mais ça, pourquoi pas, mais peut-être on pourrait déjà travailler ensemble, c'est-à-dire un film, un poème, tout ça, c'est un petit peu plus vivant, puis on est ensemble, donc soyons ensemble. Et puis, c'est par ailleurs, moi, par ma fenêtre, c'est filmer par la fenêtre de chez vous et raconter un souvenir important. Donc j'ai dit, on va faire ça, on va mettre des films et des poèmes enchâssés comme ça, et après, on va proposer aux spectateurs de raconter leurs souvenirs. Et du coup, ce moment, ils ont reçu quelque chose, mais nous, on va leur demander de redonner quelque chose et on va faire une petite création collective, en fait. J'avais prévu, avant d'arriver, de faire des images, et j'avais dit, je vais vous montrer les images d'un film muet, en gros, et on va faire les voix sur le film. Et les voix, ça va être les gens qui vont faire. Alors, on s'était dit, pour que ce soit simple, on va proposer aux gens d'écrire des petits textes, et on va prendre les textes et on va les lire, nous, en fait, sur les images. J'arrive là-bas, et ça n'allait pas, ça n'allait pas mon truc, je comprenais pas,
je ne pouvais pas faire des images avant, en fait. Je le sentais plus, si tu veux. Donc, j'ai dit non, c'est pas possible de faire comme ça, parce que les gens, ils vont illustrer ces images, enfin. Et moi, je voulais que les gens ils s'expriment eux. Je voulais qu'on reçoive d'eux, en fait, et de créer un espace comme ça. Et donc, du coup, j'ai dit non, mais ce qu'on va faire, c'est que on va proposer aux gens d'écrire des souvenirs. Donc sur des petits papiers, on va récolter ces souvenirs et nous, on va les lire, on va enregistrer et je ferai des images après. Genre le lendemain matin, Nîmes, je sais pas quoi. Donc je me permets de changer toujours au dernier moment, je remets toujours en question la pratique en fait. J'essaie de jamais, et je peux faire ce que j'ai prévu si tu veux, mais j'essaie que ça fasse toujours sens et c'est de l'intuition, tu vois. Et alors donc, après avoir fait notre lecture, qui était sympa je pense, et puis la projection, on propose ça aux gens. Les gens, ils étaient à fond, ils ont pris leur petit papier, et ils ont écrit des choses. On récupère, c'était magnifique, ces petits papiers qui sont gardés là. Donc, on a plein de petits papiers avec des écritures différentes. On les lit tous les deux. Des textes, mais magnifiques. Enfin, c'était hyper touchant, quoi, ce que les gens avaient produit en 5 minutes, quoi. Et alors, c'était plutôt des gens du domaine culturel, mais ça aurait été des gens au fin fond d'une banlieue QPV, ça aurait été exactement la même chose. Encore une fois, je ne fais pas la différence, tu vois, moi, entre les typologies de public. Et puis, je termine, on lit ça, puis c'était le soir, on sort, la bibliothèque était vide, c'est un magnifique bâtiment de Norman Foster, immense. Et j'ai dit, mais en fait, je vais filmer la bibliothèque. Donc j'ai filmé la bibliothèque, j'ai fait un plan séquence dans la bibliothèque. Et au restaurant après, j'ai collé le son sur les images. Et c'est incroyable, c'est comme dans cette bibliothèque où il y a plein de livres, etc., comme si c'était plein de souvenirs qui sortaient, si tu veux. Et ce que je veux dire, c'est que cet espace d'expression qu'on a offert aux gens pour qu'ils puissent être suffisamment en confiance pour offrir quelque chose sans qu'il y ait de jugement, etc., ben, je me le suis offert à moi aussi. C'est-à-dire que moi aussi, je me suis laissé la place de faire un truc totalement imprévu. Eux, ils ne savaient pas qu'ils allaient faire ça. Et du coup, c'est une rencontre, si tu veux. Et moi, je crois beaucoup à ça, à la valeur du moment qu'on partage. Et mon rôle, c'est d'investir une rencontre. Et pour moi, ce qui compte, c'est la rencontre, c'est la valeur de l'expérience. Pour prendre un dernier exemple, j'ai fait faire une expo photo, son, vidéo, construction de cabanes, etc. Donc à des enfants de CM2 à Lille la semaine dernière. Et pour moi, le résultat n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la qualité de l'expérience qu'on vit ensemble. Et c'est incroyable en une journée, mais ils ont monté une expo, mais c'était complètement dingue. On avait une expo hyper complète, hyper belle, en moins d'une journée. Et j'étais subjugué par ça, mais parce que bah voilà, on se faisait plaisir ensemble, quoi. Et moi, il me semble que c'est ça qui m'intéresse dans la vie, quoi. Ouais, dans le projet, c'est comment les publics vont nous modifier aussi. On cherche à modifier et peut rôder la mission civilisatrice derrière cela, qui est toujours extrêmement dangereuse. Oui, parce que moi, on se rend compte que parfois, bah justement, la mission, comme tu l'as dit, civilisatrice. Enfin, je veux dire, nous aussi, on doit s'éduquer et on s'éduque. On choisit qui nous éduque d'ailleurs. Hein. On n'est pas. C'est un choix et c'est une liberté en fait d'être éduqué. Et moi, j'apprends énormément en fait. Et en effet, je suis d'accord. Ça nous entame, ça nous change. Et si ça nous entame pas, si on est bien confort, c'est ce que je dis dans mes formations. Si vous êtes confortable, c'est que vous êtes en train de faire vraiment de la merde, quoi. C'est de signe. Si vous n'êtes pas sûr, que vous ne savez pas trop, que ça change tout le temps, que vous êtes déstabilisé, c'est qu'il se passe quelque chose d'important. Il y a une notion de coopération en fait, qui se met en place. Coopérer plus Ouais. que de co-construire peut-être. Ouais. Alors, tu as dit beaucoup de choses très très riches. Je voudrais peut-être se diriger vers une petite conclusion. Ouais. Mais peut-être à aborder, c'est encore une question très vaste. Il me semble que dans ces projets, la question de l'accompagnement et la question de la participation se pose. Oui. Il y a eu des théories de la participation, on en a sur l'Observatoire, etc. Alors, est-ce que tu vois d'autres axes aussi importants que accompagnement et participation, et comment tu les vis, cette notion de cheminer avec le public, et aussi, je dirais que c'est intéressant parce que
il y a aussi de la création partagée où il y a des dispositifs de participation. On se demanderait bien quelle est la place du médiateur si l'artiste lui-même a pensé à inclusion des publics, participation, co-construction, etc. Donc tout ça, comment tu le vois aujourd'hui? Pour moi, ça me semble aussi pas toujours clair les frontières entre les éléments de participation, d'accompagnement, de mise en place esthétique de la participation, de participation objective, d'appel à la participation, comme si ça serait une nouvelle convention aussi, enfin toutes ces questions-là. En fait, pour essayer de te répondre de façon peut-être un petit peu conceptuelle là-dessus, je pense qu'il y a derrière tout ça, il y a la question de l'appropriation, c'est-à-dire à qui ce qu'on va faire de façon participative, à qui ça appartient, qui en fait quelque chose dans sa vie, en fait. Et que souvent, il y a quand même quelque chose d'assez surplombant, où en gros, il y a, je simplifie, hein, mais l'artiste, avec ses compétences d'artiste, qui va intégrer avec lui dans son projet des gens qui vont y contribuer, qui vont y participer, mais ça reste le projet de l'artiste, c'est-à-dire avec un postulat de supériorité artistique, en fait, de supériorité de capacité artistique, de capacité à porter un projet artistique qui est intégré par l'artiste lui-même et puis qui est intégré par les gens qui sont très contents de faire ça. Moi, je crois que, par exemple, sur la question du numérique, pour revenir au numérique, moi, dès que je fais faire quelque chose à des gens, donc je dis je fais faire quelque chose, c'est-à-dire que c'est pas que je les fais participer à quelque chose, c'est que je crée un cadre où ils sont autorisés à faire quelque chose. Et du coup, c'est pas tant participer que faire ensemble, en fait. Et faire ensemble, justement, ça peut changer parce que derrière le mot participer, il y a, en gros, il y a un cadre existant et viens participer. Enfin, c'est plus complexe que ça, mais on va dire, c'est un peu la différence entre participer et coopérer. Coopérer, c'est plutôt créer le cadre ensemble, quoi, pour le dire très vite. Participer, c'est quand même... Et moi, je crois que mon cadre, il peut bouger, en fait, avec les gens. Et aussi, si on crée des choses ensemble, et moi, je suis beaucoup avec le numérique, je vais immédiatement les mettre en ligne, ce qu'on a fait ensemble, photos, vidéos, traces, sons, etc. Et envoyer tout de suite le lien aux gens. Par exemple, un projet qu'on a fait avec le SAMU Social, avec la MPAA à Paris cette année, c'était des ateliers où on faisait des vidéos, des dessins, des choses comme ça, ce qui durait une demi-journée. À la fin de la demi-journée, je mettais tout en ligne dans une sorte d'espace privé, évidemment pas sur YouTube, etc., dans un hébergement que je gère moi-même, etc., parce qu'il faut faire très attention à où sont ces données, et comment on les conserve, et quelle est notre stratégie qui tient maintenant de nos responsabilités aujourd'hui. Il ne faut pas se dédouaner de sa responsabilité sur des multinationales qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Et donc, bref, je mettais en ligne tout ce qu'on avait produit, parce que je travaille avec le numérique, mais même si on fait du théâtre, on a souvent des traces aujourd'hui, etc. Et j'envoyais par SMS le lien à toutes les participantes, parce que c'était principalement des femmes, ce qui fait que après, tout ce qu'on a fait, je ne sais pas ce qu'elles vont en faire, mais ça leur appartient autant qu'à moi, parce que moi, je garantis que la présence en ligne de ce que j'ai mis, vu que j'en gère l'hébergement, ça ne va pas s'en aller, en fait. C'est pérenne, enfin, c'est pérenne éventuellement jusqu'à la date de mon décès, mais j'espère que ce ne sera pas tout de suite, si tu veux. Et donc, du coup, il me semble que la question de l'appropriation, du récit de soi aussi, du sens que chacun va en faire pour lui, en fait, ça lui appartient. C'est un peu, si tu veux, la pédagogie Freinet. Je donne des outils et les gens, ils font ce qu'ils veulent, en fait, avec les outils. Ça leur appartient. Qu'est-ce qu'ils ont appris? J'en sais rien, c'est leur problème, en fait. C'est leur vie, en fait. Et moi, mon rôle, c'est de donner un cadre où il y a des outils et où il y a l'autorisation de faire des choses. C'est un peu comme ça que je l'envisage. Et je trouve qu'avec le numérique, moi, mon rôle, parce qu'on a chacun des rôles différents, c'est absolument normal, moi, j'ai la compétence, la connaissance et tout pour pouvoir mettre des choses en ligne et en garantir la pérennité. Et chacun arrive avec ses trucs, quoi.
Et voilà, et par exemple, c'est marrant parce que c'était le projet de cet été à Choisy-le-Roi, ils avaient fait plein de films, les enfants, et on a imprimé des QR codes, 300 QR codes qui menaient vers 9 films, et on les a collés de partout dans la cité, et les gens pouvaient flasher les QR codes et découvrir les films des enfants. Donc du coup, moi, mon rôle, ça a été d'assurer cette mise en ligne des choses et d'assurer leur pérennité. Et ensuite, la participation, ça a été l'appropriation, le fait de diffuser ses propres productions. Et je crois que la question, et je terminerai là-dessus, la question de la diffusion, elle est clé aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'action culturelle participative, on va dire, on a beaucoup été sur la production, fabriquer une œuvre ensemble et tout ça. Du coup, on apprend des choses et tout ensemble. Très bien, mais pour moi, ça n'est pas du tout suffisant aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que précisément, chaque citoyen, chaque citoyenne a la capacité aujourd'hui de diffuser, de rendre public des choses. Et du coup, je crois qu'il faut intégrer dans nos pratiques cette dimension de la diffusion. Et du coup, pour pouvoir diffuser quelque chose, encore faut-il avoir accès. Donc pour moi, la diffusion, elle fait complètement partie intégrante du processus d'accompagnement. C'est passionnant parce qu'on retrouve la notion d'accompagnement élastique très long qui ne se réduit pas au moment où on l'accompagne, la notion de participation élastique aussi très longue où ne se réduit pas. J'ai Tout juste à fait. une dernière chose. Je t'en prie. Pour conclure, et comme disait Grotowski, il est absurde de conclure, mais c'était juste parce que ça évoquait, tu disais quelque chose d'assez important au début, est-ce qu'on n'est pas en train de créer des formes de vie, simplement ? Avec quoi Ces projets-là, c'est-à-dire au-delà de parler de participation, au-delà de parler d'accompagnement, est-ce que finalement, en laissant les publics s'emparer des dispositifs qu'on propose, en ne refermant pas trop le cadre, en ayant une possibilité de le faire évoluer avec la coprésence des publics, est-ce que finalement on n'est pas dans quelque chose d'encore plus large, voilà, une focale encore plus large où l'idéal c'est de susciter des formes de vie qui se déroulent et qui ont un statut tout aussi important. Il n'y a pas un réel et un réel de fiction, il y a un réel global en fait. Ouais, Je m'aventure dans quelque chose que je n'avais pas du tout prévu, mais voilà. Alors je trouve, je suis tout à fait d'accord avec ton idée et je vais te proposer de la reformuler à ma manière avec d'autres mots, mais je te suis complètement. Pour moi, ça rejoint 2-3 choses que j'ai dites. Le moment où on se rassemble, où on est un groupe, où on fait des choses ensemble, qu'on se rencontre comme ça dans la rue, ou alors que ce soit un groupe prévu, ou des gens qu'on retrouve, peu importe que ce soit éphémère ou sur une longue durée, de toute façon, généralement, on ne sait pas. On sait ce qui se passe au présent, mais on n'a aucun moyen de savoir ce qui se passe demain, même si on a prévu que le groupe revienne demain, en fait, on n'en sait rien. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc assez important, moi, dans les formations, c'est-à-dire on dit, les jeunes, ils sont plus concentrés, on n'arrive plus à faire des projets sur la longue durée, etc. Mais ça, c'est un jugement. Comment tu peux dire ça ? Est-ce que tu t'es intéressé à leur réalité, à leurs problématiques personnelles, familiales, etc. C'est pas si simple de revenir pour ton projet de merde, si j'ose dire, pour être un petit peu dur. Ils ont d'autres choses qui sont peut-être importantes aussi, et ce serait peut-être intéressant que tu t'intéresses à eux, et que peut-être tu changes ton projet à l'écoute de ce qu'ils peuvent faire aussi. Et ça, c'est, voilà, parce que c'est un peu, bref. Et du coup, tout ça pour dire que le moment où on est ensemble, qui dure un jour, une heure, une journée, 3 mois, 6 mois. Pour moi, on fait société ensemble en fait. Le petit groupe, on est un petit groupe, ou plus grand, enfin en tout cas, on fait corps, si j'ose dire, ensemble pendant ce moment-là. Et c'est quoi la vie ? En fait, comme tu dis, tu parlais de forme de vie, la vie, elle est faite de bulles, si j'ose dire, successives, et puis qui s'interpénètrent aussi de moments de vie. On s'en rend bien compte, par exemple, dans nos souvenirs. On va se rappeler de quelque chose, d'un moment de vie très important, mais c'est un moment qui a été éphémère, en fait. Donc, la vie, c'est pas un continuum, en fait. Et d'ailleurs, même en termes purement physiques, on ne sait pas, avec la mécanique quantique, etc., l'espace-temps, enfin, c'est plus compliqué que la perception très superficielle qu'on en a, en fait. Donc, on ne sait pas grand-chose là-dessus. Mais du coup, moi, j'envisage, en tout cas, les moments où on est ensemble, comme des moments où on fait société. Et du coup, pour moi, la démocratie, c'est des valeurs qui pour moi sont importantes. Et du coup,
les systèmes de domination et toutes ces choses-là, c'est des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler. Je me dis, ben, là, on est ensemble dans ce petit groupe, on va faire société, c'est ça qu'on va faire. Et il se trouve que c'est dans un projet où on va créer des choses, mais ça pourrait être dans un autre projet. Et du coup, en effet, c'est décider dans ces moments-là de vivre d'une certaine manière, d'inventer ensemble, en effet, une forme de vie. Parce que la vie, c'est collectif, c'est pas seul en fait, parce que même nous-mêmes, on n'est jamais seul, parce qu'on est lié à une société, même notre corps, c'est un collectif de plein de trucs qui interagissent. Donc l'identité, nous, en tant qu'une personne, ça c'est vraiment une pensée occidentale, mais c'est pas la seule pensée de ce que c'est que la vie et de ce que c'est que l'individu. Donc oui, pour moi, la culture et l'exercice de la démocratie, c'est la même chose en fait. Et du coup, j'envisage mon rôle comme faire société. Et ça me questionne beaucoup parce que comment je fais? Est-ce que je prends un pouvoir sur les gens? Est-ce que je leur laisse la place? Enfin, tout ça, ça me questionne. J'ai pas de règles immuables et je peux être déstabilisé. Hier, avec mes étudiants de Caen, c'était le bilan d'un truc. Et ben, tout n'est pas agréable à recevoir. Ça m'intéresse d'essayer de recevoir ou d'essayer de comprendre pourquoi on m'envoie des choses. Enfin, et moi, j'apprends énormément. C'est-à-dire qu'en tout cas, pour rejoindre quelque chose que tu disais tout à l'heure, dans ces moments-là, ça me change, moi, autant que peut-être ça va... Je sais que ça me change. Peut-être ça va changer les gens, mais en fait, j'en sais rien. Et en fait, c'est leur problème. c'est pas le mien. En fait, c'est leur responsabilité, quoi. Et moi, la mienne, c'est d'être enrichi. Et ben la leur, s'ils ont envie, et ben voilà. Mais finalement, ça appartient à chacun. Merci beaucoup Benoît Labourdette, merci de participer à notre observatoire, merci pour ce contenu, cette richesse pratique aussi de la médiation. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup.